Dubaï Marina, 16 mars 2026. Un gestionnaire de fortune allemand nommé Klaus, et il y avait des milliers de personnes exactement comme Klaus, se tient sur le balcon de son appartement dans un gratte-ciel et observe une épaisse colonne de fumée noire s'élever de la direction de l'aéroport. Un drone vient de frapper un réservoir de carburant à l'aéroport international de Dubaï. Tous les vols sont suspendus. 300 avions sont cloués au sol sur le tarmac. L'incendie brûlera pendant 15 heures. Klaus s'est installé ici il y a 3 ans, attiré par la promesse d'une exonération fiscale, d'infrastructures de classe mondiale et d'un mode de vie cosmopolite et sûr. Du moins c'est ce qu'affirmait la brochure. En conséquence, son appartement, qui valait encore 2 millions de dollars ce matin, vaut désormais moins de la moitié de cette somme. Chaque acheteur étranger tente de vendre exactement au même moment et absolument personne n'achète. Il ne peut pas partir sans subir une perte financière massive. Mais il ne peut pas rester sans risquer la sécurité de sa famille. Il est pris au piège d'une fata morgana qui vient de s'évaporer. Cela n'est pas arrivé l'année prochaine ou progressivement, c'est arrivé maintenant. Avant de plonger plus profondément, comprenez que ceci est de l'histoire, pas un conseil financier. Faites vos propres recherches. Ce n'est pas la première fois qu'une ville bâtie sur un avantage unique s'effondre lorsque cet avantage disparaît. Ce n'est même pas la 5e fois. L'histoire montre un schéma clair et récurrent, et ce schéma est en train de se jouer à Dubaï. Ce schéma comporte 3 parties. Chaque économie artificielle qui s'est jamais effondrée partageait les 3 mêmes faiblesses fondamentales. Premièrement, aucune production nationale. L'économie dépend entièrement du commerce, de l'image ou d'un avantage géographique unique, plutôt que de fabriquer réellement des choses. Deuxièmement, un garant militaire unique. Il n'y a pas de capacité de défense indépendante. Troisièmement, des flux de capitaux dépendants de l'image. La richesse arrive en raison d'une perception de sécurité ou de prestige et s'inverse instantanément dès que cette perception se brise. Si l'un de ces 3 piliers se fissure, les 2 autres s'effondrent l'un après l'autre. Venise l'a prouvé, Carthage l'a prouvé, Beyrouth l'a prouvé, et Dubaï est en train de le prouver. Nous devons commencer par Venise, car c'est là que cette histoire commence vraiment. En 1082, l'empereur byzantin Alexis Ier accordait à Venise la bulle d'or, qui prévoyait des droits de commerce en franchise de droit dans 23 ports byzantins importants. Venise ne produisait presque rien de propre. Elle ne possédait ni terres agricoles, ni forêts, ni mines. Elle était située au bord d'une lagune, mais elle contrôlait le goulot d'étranglement vital entre l'Est et l'Ouest et entretenait la flotte la plus puissante de la Méditerranée. Pendant 400 ans, ce modèle a parfaitement fonctionné. Les marchands vénitiens, comme les familles Contarini, Morosini et Dandolo, sont devenus les personnes les plus riches d'Europe. Au XVe siècle, Venise comptait 170 000 habitants, et plus d'or circulait dans ses banques que dans n'importe quelle autre ville au monde. Le récit officiel était que Venise était éternelle, la Sérénissime République, la Serenissima, bâtie pour l'éternité. Puis 2 événements majeurs se sont produits. En 1453, Constantinople est tombée aux mains des Turcs ottomans. Du jour au lendemain, les Ottomans ont pris le contrôle des routes commerciales descendaient Venise. Ils ont imposé des droits de douane élevés et restreint l'accès. Le goulot d'étranglement qui avait enrichi Venise appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Puis, en 1498, Vasco de Gama a contourné le cap de Bonne-Espérance et atteint l'Inde par la mer. Toute la logique de la richesse vénitienne, l'idée qu'il fallait passer par Venise pour atteindre l'Orient, s'est volatilisée. Le commerce des épices s'est déplacé vers Lisbonne, puis vers Anvers, puis vers Amsterdam et enfin vers Londres. Chaque ville était plus éloignée de la Méditerranée et chacune était plus éloignée de Venise. Venise ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Le déclin a duré 300 ans, mais la trajectoire a été fixée au moment où les routes commerciales se sont déplacées. C'est la partie importante pour quiconque regarde aujourd'hui depuis Dubaï. Les riches familles patriciennes l'ont vu en premier, c'est toujours ce qu'elles font. Les Contarini, les Morosini et les Dandolo, les familles dont les noms figurent encore sur les palazzi le long du Grand Canal, n'ont pas attendu que la République annonce que le modèle était terminé. Elles ont retiré leur capital, elles ont déplacé leurs investissements du commerce maritime vers des biens agricoles sur la terre ferme italienne. Elles sont devenues une noblesse terrienne. Elles ont cessé d'être des marchands et ont commencé à être des agriculteurs, car la terre produit quelque chose, et Venise ne le faisait plus. Les familles qui ont bougé tôt
ont préservé leurs richesses sur des générations. Leurs domaines du continent ont survécu à Napoléon, à l'occupation autrichienne et à deux guerres mondiales. Une terre productive perdure, contrairement aux avantages commerciaux. Les familles qui sont restées, qui croyaient que la République était éternelle et qui ont fait confiance à la Serenissima, ont vu leur fortune se dissiper. Une classe de nobles ruinés est apparue, appelée les Barnabotti. Ils vivaient dans une pauvreté extrême, près de l'église San Barnaba. Ils conservaient leurs titres politiques, mais n'avaient pas d'argent. Ils ne pouvaient pas faire de commerce parce qu'ils étaient nobles, et ils ne pouvaient pas se nourrir parce que le commerce avait disparu. Ils étaient les aristocrates d'une économie disparue, monument ambulant du coup de rester dans une fata morgana après que celle-ci s'est brisée. Andrea Trone, l'un des derniers hommes d'État éminents de Venise, l'a dit très clairement en 1784. Le commerce s'effondre définitivement. 13 ans plus tard, Napoléon envahissait la ville. La Sérénissime République s'est dissoute sans combat. 1000 ans d'indépendance ne se sont pas terminés par une bataille, mais par un haussement d'épaule. Vers 1800, Venise était passée de l'une des villes les plus riches d'Europe à l'une des plus pauvres. Les trois piliers avaient disparu. Pas de production, un garant militaire déchu et un capital qui fuyait dès que l'image d'être le centre du monde était perdue. Considérez maintenant Carthage, car Carthage montre ce qui se passe lorsque l'effondrement n'est pas lent. Carthage était un empire commercial maritime qui contrôlait les routes commerciales de la Méditerranée occidentale, avec une population maximale d'environ 700 000 personnes. Ses revenus provenaient de la taxation du commerce transitant par les ports carthaginois. Bien que la ville produisait des biens de luxe, des textiles teints et des ouvrages en métal, sa richesse primaire provenait de l'intermédiation. Elle était située à un goulot d'étranglement et percevait des douanes. Après avoir perdu la deuxième guerre punique contre Rome en 201 avant Jésus-Christ, Carthage a été dépouillée de son empire, mais a reconstruit son économie si efficacement qu'elle a remboursé une indemnité de guerre massive par anticipation. Cela a inquiété Rome. Une Carthage riche sans armée était toujours une menace, car la richesse peut acheter des armées. Caton l'Ancien, un sénateur romain, terminait chacun de ses discours au Sénat par les mêmes mots. Carthago delenda est, Carthage doit être détruite. Il a fait cela pendant des années, quel que soit le sujet. La dernière exigence de Rome fut que les Carthaginois s'éloignent d'au moins 10 000 à l'intérieur des terres, loin de la mer. Pour une économie commerciale maritime, c'était une condamnation à mort. Éloignez-vous du port, et vous n'êtes plus une ville portuaire. Vous n'êtes plus rien. Carthage a choisi de se battre. Après un siège de 3 ans, Rome a forcé les murs au printemps 146 avant Jésus-Christ. La ville fut détruite en 6 jours. 62 000 personnes ont été tuées, et 50 000 survivants ont été vendus comme esclaves. La richesse et le capital accumulés de siècles de commerce méditerranéen avaient disparu. Non pas transférés, non pas diminués, mais totalement disparus. Les trois piliers ont à nouveau échoué. Pas de production au-delà de l'intermédiation commerciale, pas d'armée indépendante et de l'argent qui a disparu au moment même où Rome a supprimé le centre. Vient ensuite Beyrouth, la preuve moderne. Avant 1975, Beyrouth était la capitale financière et culturelle du Moyen-Orient arabe. La loi sur le secret bancaire du Liban de 1956 et des taux d'intérêt favorables en ont fait la destination principale pour les pétrodollars de la région. Elizabeth Taylor et Brigitte Bardot séjournaient à l'hôtel Saint-Georges. Les gens comparaient la rue Hamra aux Champs-Élysées. Le récit officiel disait que Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. La guerre civile a commencé en 1975 et a duré 15 ans. Plus de 150 000 personnes sont mortes et près d'1 million ont fui un pays de moins de 4 millions d'habitants. Le capital bancaire s'est déplacé vers les États du Golfe. Le Paris du Moyen-Orient est devenu une zone de guerre. Mais l'effondrement moderne a été encore pire pour les épargnants. Entre 2019 et 2024, les avoirs bancaires ont chuté de 217 milliards de dollars à 104 milliards de dollars. On estime que 82 milliards de dollars de dépôts sont gelés. Non pas perdus, non pas volés, mais gelés. L'argent existe dans les livres, mais les banques ne le rendent tout simplement plus.
La livre libanaise est passée de 1500 pour 1 dollar, un taux maintenu pendant 20 ans, à 89 000 pour 1 dollar. Une dévaluation de 98%. Un homme qui avait 100 000 dollars sur un compte bancaire à Beyrouth en 2018 possède aujourd'hui un pouvoir d'achat équivalent à 2000 dollars. Il n'a pas joué ou spéculé, il a déposé ses économies dans un système bancaire dont le gouvernement lui disait qu'il était sûr et stable. Le système a englouti les économies de sa vie et lui a demandé d'attendre. Les prix alimentaires ont augmenté de 580%. Et 80% des Libanais vivent aujourd'hui dans la pauvreté dans un pays qui était, il y a encore une génération, la capitale financière du monde arabe. Des déposants armés ont pris d'assaut les banques pour réclamer leur propre argent sous la menace d'une arme, célébrés comme des héros populaires. C'est ce qui arrive quand le mirage se brise. Les gens ne l'acceptent pas en silence, mais lorsqu'ils prennent d'assaut les banques, l'argent est déjà parti. Beyrouth produisait peu, son armée était désorganisée et son capital a fui au moment où son image de centre financier sûr a été brisée. Regardons maintenant Dubaï. Le récit officiel affirme que Dubaï s'est diversifié du pétrole il y a des années, les activités non pétrolières représentant plus de 99% de son économie. Elle est présentée comme un centre commercial, une place financière, une destination touristique, comme le futur. Ce que la brochure ne dit pas, cependant. Dubaï ne produit pas grand-chose dont le monde a réellement besoin. Son économie se décompose comme suit. Le commerce, de gros et de détail représente 23% de la production économique. Le transport et la logistique 12%. Les services financiers 12%. L'industrie manufacturière seulement 7 à 9%. Principalement le raffinage du pétrole et de l'aluminium. L'immobilier 8%. Et le tourisme 4%. C'est un carrefour de services et de réexportation. De plus, 85 à 90% des résidents sont des expatriés, des gens qui sont venus pour les avantages fiscaux et qui peuvent partir à tout moment. Rien qu'en 2024, Dubaï a attiré 6700 millionnaires, devenant ainsi la principale destination mondiale pour la migration des millionnaires. Cela semble impressionnant, jusqu'à ce que l'on réalise ce que cela signifie vraiment. La richesse n'est pas enracinée, elle est laissée de passage, et les visiteurs partent quand l'hôtel brûle. La crise de 2008 a démontré cette fragilité, lorsque les prix de l'immobilier ont chuté de 40 à 50%. Dubai World, le bras d'investissement du gouvernement, a annoncé que 26 milliards de dollars de dettes devraient être restructurées. Les transactions immobilières mensuelles sont passées de 3 milliards de dollars à leur apogée, à 250 millions de dollars, une baisse de 92%. Abu Dhabi a sauvé Dubaï de la faillite avec 20 milliards de dollars. Le prix ? Ils ont rebaptisé le Burj Dubaï, le plus haut bâtiment du monde, Burj Khalifa, du nom du dirigeant d'Abu Dhabi. Même le nom du bâtiment appartenait à quelqu'un d'autre. Et maintenant, depuis le début du conflit le 28 février, des missiles et des drones iraniens ont frappé des cibles dans le Golfe, y compris au EAU. L'aéroport international de Dubaï, l'aéroport le plus fréquenté au monde pour les passagers internationaux, a été frappé ou touché à plusieurs reprises. Le 16 mars, un drone a frappé un réservoir de carburant à l'aéroport. L'incendie a brûlé pendant 15 heures et 300 vols ont été interrompus. Les écoles dans tous les EAU sont passées à l'enseignement à distance. L'indice immobilier du Dubai Financial Market s'est effondré en 3 semaines, enregistrant sa pire baisse mensuelle individuelle depuis la création de l'indice. Des sociétés de sécurité ont rapporté que des clients entreprises cherchaient à évacuer des milliers d'employés et 15 000 passagers de croisière étaient bloqués sur des navires dans le golfe Persique. Klaus, le gestionnaire de fortune allemand sur le balcon, est tombé dans la Fata Morgana. Des millions de personnes l'ont fait. La brochure promettait la fin et la sécurité, une sophistication cosmopolite et un avenir. Elle ne mentionnait pas que l'avenir dépendait du fait que le détroit d'Ormuz reste ouvert, que les porte-avions américains maintiennent la paix et que l'Iran décide de ne pas se battre. Les 3 piliers se sont brisés d'un coup, les routes commerciales sont coupées, le bouclier militaire est dépassé, alors que les drones iraniens perçant la défense aérienne, et l'image est anéantie. L'aéroport brûle.
Il existe une ville qui ressemble à Dubaï de l'extérieur, mais qui s'est bâtie sur des fondations totalement différentes. Singapour. Elle a la même taille, le même manque de ressources naturelles et la même dépendance au commerce. Singapour possède cependant 21% de son économie dans le secteur manufacturier, une production réelle de semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques et de carburants raffinés. Elle entretient 2 fonds souverains dont la valeur est estimée entre 200 et 300% de la production économique nationale. Son ratio du commerce par rapport au PIB dépasse 320%, ce qui la rend encore plus dépendante du commerce que Dubaï. Pourtant, elle a survécu à la crise asiatique de 1904, 2017, à la crise financière de 2008 et au Covid. La différence, c'est la production. Singapour fabrique des choses dont les gens ont besoin. Dubaï offre des services dont les gens ont envie. Le besoin survit à une crise. L'envie non. Il existe un parallèle historique qui le prouve. Lorsque la Ligue hanséatique, l'alliance commerciale médiévale qui dominait le commerce en Europe du Nord, a commencé à perdre de son importance, 2 de ces villes ont été confrontées au même choix. Lübeck, la capitale de la Ligue, a réagi par le repli sur soi. Elle a encore restreint le commerce, accordé plus de privilèges à ses propres marchands et interdit les partenariats avec des étrangers. Lübeck a protégé ce qu'elle avait et a sombré par la suite dans l'insignifiance. Hambourg a pris le chemin opposé. Elle a ouvert le commerce à tous, accueilli les marchands néerlandais et anglais et quiconque voulait faire des affaires. Hambourg s'est adaptée à la nouvelle réalité plutôt que de défendre l'ancienne, et elle a prospéré. Elle reste aujourd'hui l'une des plus grandes villes portuaires d'Europe. Le choix est toujours le même. Protéger et mourir, ou s'adapter et survivre. Venise a protégé, Carthage a combattu, Beyrouth s'est brisée et Lübeck s'est isolée. Elles ont toutes disparu ou sont affaiblies. Hambourg s'est ouverte, Singapour a produit, et elles sont toujours là. La question que cette histoire pose n'est pas de savoir si Dubaï va se rétablir. La question est de savoir ce qui arrive aux gens qui y ont stocké leurs richesses. Dans de l'immobilier qui dépend de l'image, sur des comptes bancaires qui dépendent de la confiance, et dans une ville qui dépend d'un détroit contrôlé par ses ennemis. Les nobles vénitiens, qui ont déplacé leur capitale vers des fermes sur la terre, fermes au XVIe siècle, ont conservé leurs richesses sur des générations. Ceux qui sont restés à Venise et se sont accrochés aux investissements maritimes ont vu leur fortune se dissiper pendant un siècle. Les déposants de Beyrouth, qui ont transféré de l'argent à Genève ou à Londres avant 1975, ont tout gardé. Ceux qui ont fait confiance au secret bancaire libanais ont perdu 1 milliard de dollars gelés sur des comptes auxquels ils ne peuvent accéder, dans une devise qui a perdu 98% de sa valeur. La Fata Morgana est toujours magnifique, et la brochure est toujours convaincante. Le krach est toujours une surprise pour les gens qui se trouvent à l'intérieur, mais il est évident pour quiconque regarde de l'extérieur. Klaus se tient sur son balcon et observe la fumée. Il a un appartement qu'il ne peut pas vendre et un aéroport d'où il ne peut pas s'envoler, dans une ville qui lui avait promis l'avenir. Il est en train d'apprendre ce que les marchands vénitiens, les commerçants carthaginois et les banquiers de Beyrouth ont appris. Il existe un mot pour ce qui relie Venise, Carthage, Beyrouth et Dubaï. Le mot n'est pas effondrement, le mot est Fata Morgana. Une Fata Morgana semble réelle de l'intérieur, comme de l'eau dans le désert, de la richesse dans un centre financier ou de la sécurité dans un paradis fiscal. Mais une Fata Morgana n'est que la réfraction de la lumière, elle n'est pas la chose en soi. Les gens qui survivent sont ceux qui posent une question simple. Que produit réellement cet endroit ? Si la réponse est rien, si la richesse dépend de l'image, de l'emplacement ou de l'armée d'un autre, alors la richesse n'est pas réelle. C'est une Fata Morgana, et les Fata Morgana ne survivent pas au contact de la réalité. Une ville qui ne produit rien ne vaut plus rien au moment où le monde cesse de prétendre le contraire. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les horizons étincelants du monde, veuillez vous abonner à la chaîne et nous donner un j'aime.
Nous mettons en lumière l'histoire que l'on a tenté d'enterrer. Semez les graines de votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.